Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux pour cette nouvelle conférence 30 minutes pour demain. Cela fait maintenant 2 mois, depuis le 23 mars, que nous vous retrouvons tous les jours pour continuer à faire se rencontrer ceux qui pensent et font le futur, notamment des villes et des infrastructures. Alors, il nous a tenu à cœur de continuer à vous proposer ces rencontres au-delà de la situation actuelle, faire œuvre utile pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Alors, pour cette session, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Gaël Giraud. Bonjour Gaël. Bonjour Guillaume. Gaël, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école des Ponts Paris Tech, président de l'Institut Rousseau. Vous avez été chef économiste à l'Agence française de développement. Vous êtes notamment spécialiste des mesures alternatives du développement et vos principaux sujets d'intérêt sont le développement soutenable, les communs, la transition écologique. Autre sujet également, vous signez aujourd'hui une tribune dans Le Monde, avec notamment Alain Grandjean, Aurore Lalucq, Laurent Cialhomme, consacrée à la possibilité d'une annulation des dettes publiques détenues par la BCE comme levier d'investissement et d'assainissement des finances publiques. J'ai cru comprendre que ça faisait débat, donc mais je pense que c'était l'objectif. Débat aujourd'hui plutôt axé sur la ville et les infrastructures. La crise sanitaire des semaines passées met en effet en tension les économies de l'ensemble des pays touchés. Face à cette crise économique en construction, les gouvernements, les organisations multilatérales souhaitent répondre par une relance avec des soutiens massifs. Cette nécessité économique, sociale, s'accompagne de prises de position fortes, de certaines prises de position fortes. La relance devant être en réalité en plan de transformation pour être au rendez-vous des trajectoires climatiques. Alors les villes, les infrastructures sont des leviers identifiés pour structurer cette transformation et c'est, j'espère, ce point que vous allez éclairer aujourd'hui. Je vais vous laisser une demi-heure pour votre intervention, pour essayer de comprendre avec vous en quoi la crise sanitaire et économique pourrait transformer durablement nos modes de vie, en particulier en ville. Quel rôle, selon vous, les territoires, les infrastructures devraient avoir dans cette reprise, dans cette transformation, et peut-être quelles conditions intégrer au plan de relance en réponse à l'impératif climatique. Alors je vous invite, vous qui nous regardez au cours de cette présentation, à poser vos questions dans le chat sur la droite de votre écran. Je m'en ferai le porte-voix à l'issue de la prise de parole de Gaël Giraud. Gaël, je vous laisse l'écran. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est que Julien va vous projeter des slides que j'ai préparés pour vous, et puis je vais vous les commenter rapidement, et ensuite on va pouvoir passer aux questions et aux réponses. Donc, je vais passer directement à la slide 2. La slide 1, c'est le titre. Voilà. C'est juste des rappels que vous connaissez tous, mais je pense que c'est utile pour notre discussion. Vous avez tous entendu parler des différents scénarios du GIEC. Donc là, ici, vous avez un graphe très connu qui est ancien, déjà, qui date du rapport du GIEC de 2013, où vous avez une description, parmi d'autres, des deux scénarios les plus extrêmes, il y en a 4 en tout. Le RCP 8.5 en haut, qui est la courbe rouge, et puis le RCP 2.6 en bas, qui est la courbe bleue. Ça correspond à deux hypothèses très différentes d'émissions de CO2 au niveau de la planète pour les années qui viennent, jusqu'à la fin du siècle. Comme vous le voyez sur la slide, en fait, ça induit des anomalies de température à la surface de la planète très différentes, puisque le RCP 8.5 est plus pessimiste, nous emmène au-delà de plus 4 degrés à la fin du siècle, et puis le RCP 2.6 qui est plus optimiste, nous emmène largement en dessous de 2 degrés. Vous savez aussi certainement qu'en fait, depuis plusieurs années, nous sommes engagés sur la courbe du RCP 8.5, pessimiste malheureusement, que nous étions même, en fait, pour être très honnête avec vous, juste avant la pandémie, nous étions même légèrement au-dessus du RCP 8.5, donc dans une trajectoire encore plus emballée que celle-ci. Sachant qu'il n'y a plus aucune modélisation climatique sérieuse aujourd'hui qui donne des conditions réalistes, raisonnables pour qu'on reste en dessous des plus 2 degrés. Donc il est déjà trop tard, malheureusement, mais je pense que vous le saviez, pour qu'on reste en dessous des 2 degrés, à la fin du siècle, on va atteindre 2 degrés dans quelques décennies, début de la deuxième moitié de ce siècle, très vraisemblablement. Alors, je vous rappelle ceci qui est bien connu parce qu'on va passer à la slide suivante. Il y a un travail qui a été fait, qui a été publié dans Nature il y a 2 ans maintenant, que je voudrais vous
rappeler rapidement parce que je crois qu'il est très important pour vous. Ce travail, il part de l'expérience qu'on a tous fait, toutes et toutes. Si vous avez par exemple essayé de faire un jogging dans la jungle du Vietnam, ce que j'ai essayé de faire il y a quelques années, vous avez très vite compris ce dont il est question, c'est qu'il y a des combinaisons d'humidité dans l'atmosphère et de température qui sont mortelles pour le corps humain. Et si vous êtes essoufflé au bout de 20 mètres dans la jungle du Vietnam, c'est pas parce qu'il fait très chaud, parce qu'en fait, il fait pas très chaud. Il fait juste 35 degrés. En revanche, c'est très humide. Et c'est la combinaison de 35 degrés et du taux d'humidité qui est insupportable pour le corps humain. Alors ici, sur la slide que vous avez, vous voyez une courbe rouge, et c'est ça qui nous intéresse, là, l'hyperbole rouge. En fait, à droite de cette hyperbole, vous avez des combinaisons qui sont donc de température, c'est l'axe des abscisses, et puis d'humidité, c'est l'axe des ordonnées. Des combinaisons qui sont mortelles pour le corps humain si on y est exposé plus de 6 heures sans avoir accès à l'air conditionné. Et l'air conditionné, comme vous le savez, il faudra arrêter de l'utiliser parce que c'est extrêmement émetteur de CO2. Alors, la slide suivante va nous montrer que dans les simulations qu'on peut faire aujourd'hui de l'évolution du climat sous les hypothèses du RCP 8.5, par exemple, donc le scénario le plus pessimiste du GIEC, sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui, qui est en gros le scénario du business as usual. Alors, ça c'est la cartouche gauche de la slide que vous voyez maintenant. Si vous regardez la part des terres émergées sur la planète qui vont connaître plus de 20 jours par an de conditions létales d'humidité et de température, c'est la courbe rouge, eh bien vous voyez qu'on arrive jusqu'à 50% de la part des terres émergées sur la planète. Donc la moitié des terres émergées sur la planète connaissent plus de 20 jours par an de conditions létales d'humidité et de température. Sur le RCP 8.5, la courbe rouge. Alors évidemment, on peut se demander, mais quelle est la part de la population humaine qui sera concernée? Sous l'hypothèse héroïque que personne ne bouge, mais évidemment, il y aura beaucoup de migration. C'est juste pour avoir quelques idées en tête de ce que ça signifie. C'est la cartouche de droite. Sur la même slide, vous voyez que vous avez 75% de la population humaine qui serait soumise à des conditions de température et d'humidité qui, 20 jours par an au moins, seraient mortelles pour le corps humain. Alors la question suivante, c'est quelles sont les régions de la planète qui vont être touchées? Ça, c'est la slide d'après. Donc là, vous voyez sur la slide suivante, vous regardez la cartouche bas droite, c'est la cartouche du RCP 8.5. Code couleur est simple, vous l'avez en bas. Quand c'est blanc, ça veut dire que ça n'arrive jamais. Quand c'est brun, ça veut dire que c'est quasiment tous les jours, toute l'année. Vous avez ce type de combinaison létale de température et d'humidité. Et puis quand vous êtes jaune vif, presque orange, ça veut dire que c'est 150 jours en moyenne par an. Donc c'est plus d'un jour sur 3 largement. Alors, si vous regardez la carte en bas à droite, vous voyez que la totalité de l'Amazonie est condamnée, la totalité de l'Amérique centrale, la totalité du bassin du Congo, du golfe de Guinée, le littoral indien et toute l'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus sur toutes ces zones-là que je viens de rappeler, que je viens d'énoncer, il y aura plus de 250 jours par an de conditions létales et de température et d'humidité, ce qui veut dire que ces zones vont être désertées par l'humanité. Si on ne fait rien, pour dire les choses de manière brutale, plus personne de vivant ne subsiste dans les zones qui sont rouges ou bruns sur cette carte. De manière très intéressante, vous regardez, vous repérerez qu'il y a du jaune vif sur la côte est-sud des États-Unis et sur la côte est de la Chine, dans des petites régions à peine peuplées comme Shanghai, Shenzhen, etc. Ce qui veut dire que ça va bouger aussi beaucoup du côté de la côte est américaine et du côté de la Chine, parce qu'ils auront 1 jour sur 3 de conditions létales de température et d'humidité. Est-ce que ceci va arriver forcément? La réponse est non. J'espère bien qu'on va décoller du RCP 8.5, simplement pour des raisons que je vais dire dans un instant, personne n'en sait rien aujourd'hui. Mais j'attire votre attention là-dessus, c'est que nous, les économistes, on est, je crois, aujourd'hui embourbés dans des calculs qui essaient de donner une estimation financière du coût du dérèglement climatique, de l'érosion de la biodiversité, de la perte en eau, etc., du coût financier. Alors que, si vous prenez un point de vue de physicien ou de climatologue comme celui-ci, vous avez quand même des conclusions qualitatives assez simples et assez catastrophiques, qui vous disent juste qu'on ne peut pas se permettre, au niveau planétaire, de continuer à cheminer le long du RCP 8.5. Ce qui est irréaliste aujourd'hui, c'est de croire qu'on arrivera à faire le business as usual. Parce que vous voyez bien que si on arrive à la carte qui est en bas à droite, ça va faire des milliards de migrants sur la totalité de la planète. La Banque mondiale les chiffre à 2,5 milliards dans la deuxième moitié de ce siècle. Et si vous regardez la carte que je vous montre là, c'est même une sous-estimation de la réalité probablement. Alors, si vous passez, alors juste avant de passer à la slide suivante, une remarque. Vous voyez que si on prend le terre qui est ici, donc humidité et température, l'Europe est relativement épargnée.
tout cas, il n'y a pas de jaune sur l'Europe. Un tout petit peu de blanc, si vous regardez attentivement, sur les Pyrénées. Donc, ça veut dire que ça va être jaune dans les Pyrénées. Mais à part ça, ça va assez bien pour nous. Si vous regardez la slide suivante, c'est plus du tout le cas. Donc, la slide suivante, c'est, voilà, je n'avais pas vu qu'elle était passée, excusez-moi. La slide suivante, c'est le stress hydrique. C'est un travail qui a été fait par WRI, le World Resource Institute à Washington, qui vous montre tout à fait autre chose. C'est quelles sont les zones sur la planète qui vont perdre en réception d'eau potable dans les années qui viennent à cause des bouleversements du cycle de l'eau induits par le réchauffement climatique. Et là, cette fois-ci, l'Europe est concernée. C'est pour ça que je vous la montre. Si vous regardez le code couleur, c'est rouge très foncé, ça veut dire qu'on pourrait avoir une perte d'accès à l'eau potable de 80% d'ici 2040. Donc, on n'est pas à la fin du siècle, 2040, c'est juste demain, après-demain. Et cette fois-ci, vous voyez que vous avez des zones en Europe qui sont en rouge foncé. La France est orange, et orange, ça veut dire qu'on pourrait perdre entre 20 et 40% de l'accès à l'eau potable. L'Angleterre est orange également. Je viens de passer l'année du côté de l'Irlande, et donc les Irlandais se sentent assez protégés contre le réchauffement climatique, mais ils n'ont pas du tout conscience du fait qu'ils vont être atteints eux aussi par le dérèglement du cycle de l'eau. Et puis, alors, on ne le voit pas sur la carte ici, mais également, bien sûr, par les tempêtes et les ouragans qui viennent de la moitié sud de l'océan Atlantique. Donc ça nous concerne directement. Ça concerne directement le territoire français. Ça veut dire que les sécheresses à répétition que nous avons depuis plusieurs années ne vont pas s'arrêter. Ça veut dire que, conjugué à l'érosion du sol qui a déjà commencé de manière massive et qui s'accélère dans le sud de l'Italie et le sud de l'Espagne, on va avoir des problèmes d'adduction d'eau et d'agriculture colossaux dans les années qui viennent chez nous, en Europe. Et je pense que pour la question d'aménagement du territoire, c'est un enjeu central. Alors, je fais exprès de vous donner ces mauvaises nouvelles, vous le saviez peut-être déjà, mais ça nous permet d'atterrir sur Terre. La Terre, c'est ce qu'on voit ici sur le slide, et de comprendre que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est des sujets qui nous concernent déjà. 2040, c'est vraiment demain. Et en tout cas, qui sont tels, à mon avis, qu'on ne peut pas faire raisonnablement aujourd'hui un business plan pour un grand groupe français sans avoir ces paramètres en tête, parce qu'ils vont être déterminants pour la faisabilité même de n'importe quel business plan sur notre territoire. Alors, je vais sauter maintenant directement de cette slide à la slide numéro 20, si Julien veut bien. Je vais vous résumer les autres et vous pouvez les regarder chez vous tranquillement. Les autres, elles vous disent qu'il y a plein d'autres problèmes auxquels nous allons devoir faire face, mais je n'ai pas le temps de vous les décrire, vous regarderez les slides chez vous. L'un des problèmes majeurs, c'est la montée des eaux. Donc, on est à plus 1 mètre à la fin du siècle maintenant dans les dernières simulations. Ça veut dire la destruction d'une bonne partie du littoral, y compris en France. La France n'est pas la zone la plus touchée de manière catastrophique. Vous regarderez les slides, vous verrez que la totalité du delta du Mekong sera sous l'eau en 2050, ce qui est un vrai sujet pour le Vietnam parce que c'est le grenier à riz du Vietnam. Donc le Vietnam aujourd'hui a un sujet de sécurité alimentaire et a fait appel à l'Agence française de développement il y a quelques années en demandant aidez-nous à comprendre comment on peut faire de l'optimisation du plan urbain du delta du Mekong pour ralentir l'affaissement de la lagune. Parce que quand vous construisez des villes sur une lagune, ça fait s'enfoncer la lagune, il n'y a pas que la mise. Et par ailleurs, aidez-nous à trouver et sélectionner des semences de riz qui résistent à la salinisation de l'eau, puisque le recouvrement progressif du delta par l'eau de mer commence déjà par la salinisation des nappes phréatiques souterraines. Ce que nous avons fait à l'AND. Mais le Vietnam, c'est un cas particulièrement tragique. La France sera également touchée, puisqu'on a la chance d'avoir un littoral extrêmement long et large en France, mais il est lui-même évidemment très exposé à la montée des eaux. Et puis une autre slide que vous pouvez regarder tranquillement chez vous, c'est celle de l'extension des pandémies, puisqu'on est devenu très sensible à ce sujet du fait du coronavirus. Vous verrez qu'en fait, ça ne date pas du tout d'il y a quelques mois. On sait déjà depuis des années qu'il y aura d'autres pandémies, des zoonoses comme le coronavirus, ça c'est clair, à cause de la déforestation notamment, qui nous met au contact d'animaux, notamment les chauves-souris, porteurs de virus comme le coronavirus, mais aussi à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique provoque une migration du vivant de l'équateur vers les pôles. Donc pour l'hémisphère nord, de l'équateur vers le pôle nord. Cette migration du vivant, elle progresse à cause du réchauffement, donc de l'excès de chaleur, de l'excès d'énergie qui vient frapper la surface de la planète au niveau de l'équateur, l'énergie solaire. Cette migration, elle s'effectue à une vitesse de 6 km par an en moyenne. Le gradient de déplacement du vivant, c'est 6 km par an. La première fois que vous entendez ça, vous vous dites, bon, 6 km par an, la bonne affaire, moi je fais ça en 1 heure, tout je suis forme. Moi, être humain, bipède. Sauf qu'un arbre, ça ne se déplace pas de 6 km par an.
ça se déplace à la faveur de la semence de l'arbre qui tombe des fleurs tous les 30 ans, 40 ans, 60 ans. Et ça se déplace de quelques mètres. Donc ça ne se déplace pas de 6 km par an. Ce qui veut dire, pour être concret, que les virus et les bactéries vont pouvoir migrer, ils sont déjà en train de remonter de l'équateur ou des tropiques vers chez nous, vers nos latitudes à nous, tandis que le couvert végétal va être détruit petit à petit par la migration du vivant. Donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver en ce moment même. Donc ça, c'est un sujet pour nous, parce que ça veut dire que le couvert végétal en France va souffrir considérablement dans les années qui viennent du fait du réchauffement climatique. Et si vous connaissez un peu les agriculteurs, par exemple, du côté du centre de la France, la Creuse de Limousin, ils vous diront dès aujourd'hui qu'ils ont vu en une génération un changement complet du paysage, même de celui d'une campagne apparemment aussi tranquille que la campagne creusoise. Par exemple, vous avez des chênes qui sont en train de disparaître. Et les agriculteurs creusois vous diront la Creuse, sans les chênes, c'est plus la Creuse. Alors, la slide que je voudrais vous montrer, je vais m'arrêter là avec ces slides pour passer vraiment à la question des territoires, qui est celle qui nous intéresse davantage ce soir. C'est la dernière, celle que vous voyez maintenant, qui est tirée d'un papier que j'ai réalisé avec 2 de mes doctorants, qu'on a publié, qui vous montre des simulations macroéconomiques qu'on a réalisées lorsque j'étais à l'Agence française de développement, qui consiste en un couplage d'un modèle macro avec une boucle de rétroaction climat. Cette boucle de rétroaction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous dit que, bon, si on laisse la température s'emballer sur la surface de la planète, au fond, le réchauffement va détruire du capital, va détruire les infrastructures. Et vous le savez sûrement, mais je vous le redis, les réassureurs aujourd'hui, Swiss Re, Munich Re, sont paniqués par cette question, parce qu'ils savent que les actifs dont ils sont les réassureurs sont progressivement détruits par le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement va détruire le capital et va nous embêter chaque année d'une partie de notre PIB, parce qu'on va dépenser de l'investissement juste pour réparer le capital et non pas pour produire de la valeur ajoutée. Si vous combinez ces deux effets et que vous pliez ça dans un modèle macro qui autorise des sorties de route et des effondrements et des explosions de dettes, des bulles spéculatives, etc., donc un modèle macro intelligent, vous voyez ce que vous voyez maintenant sur la slide, par exemple la cartouche haut gauche, qui vous décrit l'évolution du PIB réel au niveau mondial sous différents scénarios. Donc ici, il y en a 3, un rouge, un jaune, un bleu. Donc vous pouvez commencer par regarder la courbe rouge. Donc les courbes, ce sont les médianes des trajectoires. Et puis le voisinage tubulaire, pour les mnémotechniques, autour de la courbe médiane, c'est l'ensemble des courbes possibles qui ont une probabilité supérieure à 75% d'arriver. Donc ça veut dire que selon le scénario 1, par exemple, très vraisemblablement, on sera le long de la courbe rouge, et puis avec une probabilité inférieure à 25%, on sera hors du voisinage rose qui entoure la courbe rouge. Qu'est-ce que vous dit cette courbe rouge? Elle vous dit que si on suit le scénario du business as usual, au niveau mondial, et bien, si on croit à ce modèle, on a un plafonnement du PIB mondial peu de temps après 2060, et ensuite une baisse forcée, contrainte, une décroissance forcée du PIB au niveau mondial dans le dernier quart de ce siècle. Et ensuite, si vous poursuivez la simulation au XXIe siècle, tout ça s'effondre gentiment. Ça ne veut pas dire que je crois à ce scénario, j'espère bien évidemment qu'il n'arrive jamais, mais c'est intéressant de comprendre que ça confirme ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure avec les travaux des climatologues, à savoir que le scénario du business as usual n'est juste pas possible. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. C'est même possible pour le business de base d'un grand groupe comme Vinci. Alors, heureusement, il y a des alternatives. Donc, les scénarios 2 et 3, le jaune et l'orange, on avait construit en fait pour le rapport Stern-Stiglitz, qui est sorti en 2017 sur la question de la taxe carbone, vous dit, voilà, si on met au niveau mondial une taxe carbone à un niveau très important, genre 300 € la tonne en 2030, alors on arrive à échapper à l'effondrement et on a un PIB qui s'élève gentiment. Je ne vous dis pas que je crois beaucoup non plus à ce scénario, mais ça nous aide, c'est ça la force des scénarios et de la prospective, ça nous aide à avoir des récits de ce qui peut se passer en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Je reviendrai un tout petit peu sur ces modélisations si ça vous intéresse, mais pour ça, il faudra que vous me posiez des questions. Ce que je vous propose, c'est dans les 5-10 minutes qui me restent, d'aborder maintenant, dans le contexte que je viens d'essayer de décrire, d'aborder un tout petit peu la question des territoires. Si on regarde la France, de mon point de vue, ce qui nous arrive avec la pandémie, c'est une grande répétition générale des chocs terrifiants qui vont nous arriver dans les années qui viennent, et dont j'ai essayé de suggérer la sévérité à travers, par exemple, la simple question du stress hydrique et des combinaisons de température et d'humidité dans l'atmosphère, mais on pourrait prendre plein d'autres critères, juste pour se faire peur, c'est possible. Donc si on essaye, si nous ne tirons pas les leçons de la pandémie aujourd'hui pour construire dès maintenant le monde d'après, un monde résilient, sobre en carbone, sobre en déchets,
alors c'est qu'on n'est pas capable de tirer les leçons de nos erreurs, me semble-t-il. En tout cas, ce sera extrêmement pénalisant pour la suite. Donc, je crois vraiment que cette pandémie, c'est une grande répétition générale, dont, c'est très amer de dire ça, nous allons prendre conscience dans quelques mois que finalement, elle n'était pas si cruelle que ça, que le confinement aura tué et dégradé beaucoup plus que le virus lui-même. C'est ce que je crains pour ma part. Et donc, si cette répétition générale doit nous servir d'occasion, d'opportunité inouïe, puisqu'on a déjà réalisé ce qui semblait impensable il y a 3 mois, à savoir mettre à l'arrêt 50% de notre économie. Ça doit servir d'occasion unique, inespérée, pour lancer le monde d'après. Comment faire? Très rapidement, en 2013-2014, il y a eu un comité des experts pour le débat national qui s'est réuni, dont le président était quelqu'un que je connais bien, Alain Grandjean, un ami, qui était cité par Julien tout à l'heure, et qui a planché sur une dizaine de scénarios de transition, surtout énergétique, l'accent était sur l'énergie, transition énergétique pour la France. Ces 10 scénarios, on peut les rassembler en 4 grandes familles. Le scénario négawatt, d'un côté, le scénario encre, le scénario ADEME, le scénario négatif, dont, pour vous la faire très courte, les distinctions proviennent essentiellement de la nature du mix énergétique français en 2035, et en particulier de la place du nucléaire. Je n'entre pas pour l'instant dans le débat sur la question de savoir s'il nous faut plus ou moins nucléaire en France, mais ce que je remarque simplement, c'est qu'on a des scénarios qui sont sur la table, que Bercy n'a pas utilisé, et Bercy serait pourtant bien inspiré, à mon avis, de regarder ce qu'il y a dans ces scénarios, parce que si on veut sortir de la trappe inflationniste dans laquelle nous allons nous enfoncer à cause de la pandémie, et si on veut créer des emplois, ce qui va être très rapidement notre grande obsession, à mon avis, c'est-à-dire que dès que la morphine du chômage partiel financé par l'État va s'interrompre, et l'État a déjà commencé la décrue du chômage partiel, on va découvrir l'étendue de la blessure et des métastases, si je veux dire, pour prendre une métaphore liée au cancer. On va découvrir l'étendue du désastre, on va découvrir qu'on a quelque chose comme 1 million de chômeurs en plus, peut-être, à la louche, et que la classe sociale est considérable dans notre pays. Donc, on va être très très vite omnubilé par la question de recréer des emplois, et la tentation sera phénoménale de créer juste les emplois d'hier, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux et c'est ce qui est le plus facile. Mais c'est une très mauvaise idée, parce qu'on sait déjà que le monde d'hier ne crée pas assez d'emplois. Qu'en fait, il y avait beaucoup de chômage déguisé, à la faveur notamment d'une définition du chômage qui n'est pas la bonne. En réalité, je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Donc, le monde de demain, celui qu'on doit construire, qui est résilient, sobre en carbone, et qui nous protège contre les chocs monstrueux qui vont être les nôtres demain, pour faire les combinaisons de température et d'humidité, c'est aussi un monde dans lequel il y a beaucoup plus d'emplois qu'aujourd'hui et qu'hier. Alors, comment décliner ça concrètement? Dans ces 4 grandes familles de scénarios que j'ai annoncés tout à l'heure, négatif, encre, ADEME, mégawatt, il y a 3 étapes du côté de l'efficacité énergétique qui sont les mêmes partout. Donc ça tombe bien, on n'a pas besoin de se disputer, comme pour l'affaire Dreyfus, sur le mix énergétique français en 2035. Avant de lancer ces étapes, on peut les mettre en œuvre dès maintenant, et on sait qu'on devra y passer, donc autant le faire tout de suite. La première étape, c'est la rénovation thermique des bâtiments, publics et privés. Et avec une équipe à laquelle appartenu Alain Grandjean, mais aussi Michel Lepetit, des ingénieurs que je suis sûr certains d'entre vous connaissent, qui travaillent notamment chez Clean 4, le Shift Project de Jean-Marc Jancovici. On a fait les calculs sur la totalité du cadastre français pour le bâti public. Donc on sait où sont toutes les maternelles de tout le territoire français, même à Brive-la-Gaillarde, et puis les casernes de pompiers, et combien ça coûterait de les rénover thermiquement. Combien ça coûterait? La réponse, c'est un peu plus d'une dizaine de milliards d'euros par an pendant 3 ans, ce qui n'est pas grand-chose, en fait, pour ce qui est du bâti public. Comment est-ce qu'on pourrait financer ça? C'est tout à fait finançable, il faut mettre un peu de garantie publique. Or, l'État vient de mettre 300 milliards de garantie publique pour nous sauver des conséquences du confinement. Donc, on met un peu de garantie publique et en 2013-2014, nous avions trouvé des banques qui étaient prêtes à financer. Donc, moyennant la garantie publique, qui en fait, du coup, elle ne porte plus le risque dans le bilan, les banques sont prêtes à financer ça. Donc, on pourrait le faire dès demain. Et la rénovation thermique des bâtiments, je pense que là, je n'ai pas tellement besoin de faire un dessin, ça renouvelle complètement le paysage de nos petites villes de province, dont les centres-villes sont complètement déshérités, bien souvent. Ça réduit notre dépense au pétrole, ça crée des emplois. Combien? 15 emplois par million d'euros investis. Donc, on fait à la louche plus de 500 000 emplois par an. Et ça réduit le déficit de la balance commerciale française, qui, en gros, vu de loin, 70 milliards par an, est exactement égal à la facture de l'importation de pétrole. Donc, ça n'a que les bénéfices. J'ai du mal, même en creusant beaucoup, j'ai du mal à trouver des défauts à cette proposition. En fait, le seul véritable boulet, et c'est ce que nous avaient dit les entreprises des BTP avec lesquelles on a travaillé en 2013-2014, c'est que nous n'avons pas assez de qualifiés.
en France, pour le faire au niveau de la totalité du territoire, ne fût-ce que le territoire métropolitain. Et donc la réponse est simple, on lance ça à l'expérimentum sur 2 régions, on se met d'accord avec les entreprises du BTP, on lance ça sur 2 régions où on sait qu'il y a des ouvriers qualifiés pour le faire. Pendant ce temps-là, l'État donne le signal qu'on veut vraiment le faire, les entreprises montent les filières d'apprentissage. 3 ans après, on a un premier retour d'expérience sur les 2 premières régions et on a l'armée, non pas espagnole mais française, d'ouvriers qualifiés pour le faire, cette fois-ci au niveau national. Et puis, pourquoi pas, on pourrait très bien proposer à l'Allemagne de le faire avec elle, puisqu'elle aussi, elle a exactement le même problème que nous. Elle doit, elle aussi, rénover thermiquement ses bâtiments publics. Même chose, mutatis mutandis pour le bâtiment privé, c'est plus cher et un peu plus compliqué. C'est la Caisse des dépôts qui avait travaillé là-dessus, Pierre Ducret, interrogez-le, mais donc, voilà, les chiffres, si vous voulez, en gros, c'est cette fois-ci, ça coûte 30 milliards par an pendant un peu plus de 3 ans. Mais là aussi, on sait qu'il faut le faire de toutes les manières. Deuxième grand chapitre, la mobilité verte. Donc, de mon point de vue, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui de relancer les lignes industrielles de production de voitures à moteur thermique. Il faut passer directement à la voiture électrique. Et donc, les aides publiques qui sont aujourd'hui accordées à nos constructeurs automobiles, qui sont indispensables, ces aides publiques doivent être, de mon point de vue, absolument conditionnées au fait qu'on passe tous à la voiture électrique demain matin. Mais la mobilité verte, et c'est ça, à mon avis, qui est le plus intéressant pour vous, c'est pas juste un problème technique de batterie de voiture et de ligne de production industrielle chez Renault. C'est un changement complet d'aménagement du territoire pour la France aujourd'hui. Et c'est un véritable projet de société. Pourquoi? Parce que si on veut combiner efficacité énergétique, rénovation thermique des bâtiments, mobilité verte, et puis, vous avez deviné, le 3e chapitre, c'est le verdissement de l'agriculture et des processus industriels, il faut qu'on repense l'aménagement du territoire français avec des petites villes très denses. Donc, il faut mettre fin complètement à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire, qui est une passoire économique hantée par l'imaginaire de la Californie, où chacun a sa villa, ses 2 piscines, et prend la voiture pour aller s'acheter du pain. Ça, c'est fini. Donc, il faut faire des petites villes très denses, innervées par du transport public. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'État qui investit pour le transport public, de manière qu'on n'utilise quasiment plus la voiture, sauf pour des besoins absolument nécessaires, et c'est la voiture électrique, évidemment. Les centres-villes, enfin les bourgades sont reliées par du train, donc ça veut dire qu'il faut réhabiliter l'extraordinaire réseau ferroviaire que nous avions en 1935. Nous avons fait l'erreur de détricoter, alors que nos voisins belges, allemands et suisses, par exemple, n'ont pas détricoté le réseau ferroviaire. Donc il y a des charmantes petites voies ferrées qui ont été abandonnées, qu'il faut réhabiliter, ça crée énormément d'emplois, évidemment. Et puis, il faut organiser du fret ferroviaire depuis de la polyagriculture autour de nos centres urbains, avec des circuits courts pour acheminer la nourriture depuis le bassin polyagricultural, si je puis dire, vers le centre-ville, vers la gare, à proximité de laquelle les centres commerciaux vont distribuer la nourriture. Donc ça veut dire, je suis désolé pour eux, que c'est la fin de la grande distribution, c'est la fin du grand supermarché à 4 km du centre-ville, auquel on n'a accès que par la voiture. Alors, ce que je dis là est en fait très connu depuis au moins une dizaine d'années par les urbanistes, à telle enseigne qu'en 2015, j'ai emmené à l'Élysée un fonds Je pense que nous venons de perdre Gaël Giraud. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Voilà, je pense qu'il est à nouveau à l'écran. Gaël, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon, vous êtes revenu. Je vous laisse reprendre du coup. Mais à quel moment l'avez-vous perdu? Vous parliez de votre rendez-vous à l'Élysée avec un fonds d'investissement, je pense. Très bien. Donc en 2015, j'avais emmené un fonds spéculatif autrichien à l'Élysée pour qu'il obtienne le feu vert politique pour investir 5 milliards. Pour faire quoi? Pour acheter des centres commerciaux à proximité des gares dans les villes moyennes françaises. Donc ces Autrichiens avaient très bien compris que c'est la fin du supermarché et dans X années, X étant le plus faible possible, les rois, non pas de la planète, mais du territoire français, ce seront les centres commerciaux à proximité des gares. Ceci pour vous illustrer le fait que le scénario de réaménagement du territoire que je vais vous raconter n'est pas sorti de la tête brumeuse de quelques révolutionnaires fous, mais c'est quelque chose qui circule et que certainement vous avez déjà vu circuler chez vous, tout autour de chez nous en Europe, et c'est ce qu'il faudra mettre en œuvre de toutes les manières.
Donc, vous voyez que ça, c'est des perspectives colossales. On en a pour un siècle pour mettre ça en œuvre. On va pouvoir se discuter enfin, se livrer à notre jeu favori, qui est de savoir s'il faut mieux faire passer tel ou deux chemins de fer dans telle ville ou dans telle ville. Mais, nonobstant ces guerrières picrocolines que nous adorons, je pense qu'il est urgent aujourd'hui de lancer ça. Et ça veut dire aussi, par exemple, réhabiliter la SNCF plutôt que d'essayer de la démanteler et de la privatiser. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on puisse passer aux questions. Juste, à travers, une fois qu'on a dit qu'on a brossé ce grand tableau que je viens de faire à l'instant, je crois qu'il y a 3 grands critères qui doivent nous aider pour penser le territoire. C'est les 3 zéros, c'est-à-dire zéro carbone. Donc, ce qu'il faut viser, et on sait, hein, si on veut rester pas trop loin des plus de 2 degrés à la fin du siècle, il faut que la totalité de la planète ait des émissions de carbone nettes nulles autour de 2060 ou plus tard. Donc, il faut qu'on fasse. Et puis, la France s'est engagée à le faire d'ici 2050. Comme il n'y a pas de technique de capture et de stockage du carbone raisonnable pour absorber nos surplus de carbone, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des émissions de carbone brutes les plus faibles possible, aussi proche possible que zéro. Donc, le premier zéro, c'est le zéro carbone. Le deuxième zéro, c'est le zéro artificialisation des sols. Et donc, il faut viser ça si on veut protéger la biodiversité de notre territoire, et en particulier le sol. Le sol, en fait, c'est un grand commun qu'il faut absolument protéger de la destruction, parce qu'on n'en a pas d'autre. Le sol, pour le protéger, il faut viser la zéro artificialisation supplémentaire des sols. Et puis, le troisième zéro, c'est les zéro déchets. Et organiser une économie circulaire de telle sorte que dans nos déchets, on récupère ce dont on a besoin pour faire tourner notre économie. Ce qui renvoie aux énormes sujets que vous connaissez sûrement autour de la raréfaction des ressources minières, en particulier du cuivre, et du fait qu'on aura, si on continue, pas assez de cuivre dans la deuxième moitié de ce siècle pour construire les infrastructures liées aux énergies renouvelables. Donc il faut dès aujourd'hui renoncer à ces petits bijoux, voilà, dont la miniaturisation rend le recyclage beaucoup trop cher, beaucoup trop coûteux en énergie et en eau, et donc il faut passer à du low-tech. C'est le grand thème de Philippe Lewis que vous connaissez, mais je pense que là-dessus, il a entièrement raison. Il faut passer majoritairement à du low-tech, ce qui est un changement culturel pour nous, arrêter avec le tout jetable et l'obsolescence programmée, et nous convertir à une industrie verte, du low-tech, des produits durables, et conserver le high-tech, parce qu'on en a quand même besoin, pour un certain nombre de secteurs stratégiques, qui sont évidemment le médical, la sécurité, le militaire, les télécommunications. Voilà, je vais m'arrêter là pour passer aux questions et aux réponses. Merci beaucoup. Donc on retient les 3 zéros, zéro carbone, zéro artificialisation des sols et zéro déchet. Alors il y a plein de questions, je vous invite à continuer à les poser dans le chat et je vais essayer en sélectionner pour essayer de tenir un timing correct. Alors peut-être la première question de David, vous avez mentionné vos plans de rénovation thermique dès 2013-2014. Comment vous expliquez que ça fait une dizaine d'années, voire même peut-être plus, que on va dire ces projets sont sur la table? Tout le monde a l'air d'accord. Pourquoi ça ne se lance pas? Et est-ce que vous êtes confiant que le moment est peut-être plus propice à une mise en route de ce type de plan de rénovation? Alors, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que je suis confiant que le moment soit plus propice? La réponse est oui. J'ai un optimisme inébranlable. Donc, on n'a jamais été aussi proche de le faire, en tout cas plus qu'en 2013. Et honnêtement, je pense que la fenêtre politique aujourd'hui pour le faire, compte tenu de l'hémorragie économique que va provoquer le confinement, est extraordinaire. On va avoir besoin de créer énormément d'emplois. Donc, faisons-le, ça crée énormément d'emplois. Et c'est des emplois évidemment non délocalisables, puisque ce sont nos maisons qu'il faut rénover, ce n'est pas la maison des Chinois. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est un peu, je vous avoue, un mystère. C'était au programme du candidat Macron en 2017. L'idée a circulé, le plan a circulé à l'Élysée en 2014, puisque je l'avais présenté au secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2014. Ça n'a pas été fait. J'ai une petite hypothèse qui est que notre secteur bancaire, fondamentalement, n'a pas envie. Et que dans cette histoire-là, pour le financement, il faut même passer par les banques. Pourquoi est-ce que notre secteur bancaire n'a pas envie? Alors, c'est encore une hypothèse aussi, hein, c'est que une partie de nos banques, en vérité, premièrement, n'a toujours pas tourné la page du grand crack de 2008, contrairement à ce qui est annoncé. Donc, le FMI le dit lui-même. Beaucoup des banques européennes ont conservé ce qu'on appelle pudiquement des NPL, des non-performing loans, c'est-à-dire des actifs pourris, pour parler français, dont on a hérité en 2002, et dont nos banques ne se sont toujours pas débarrassées. Donc, en fait, elles ont des bilans extrêmement fragiles. Par ailleurs, dans ces bilans, il y a beaucoup d'actifs qui sont liés aux hydrocarbures fossiles.
Pourquoi? Parce que ça, c'est l'héritage, en fait, de notre histoire, du fait que nos banques ont financé les hydrocarbures fossiles pendant des décennies, même des siècles, pour celles qui ont plus d'un siècle d'âge, et elles continuent de le faire. Oxfam, par exemple, a publié un rapport il y a quelques semaines dénonçant de nouveau que pour 7 € de financement des énergies par les banques françaises, il y avait 1 € pour les énergies renouvelables et moins 6 € pour les énergies pour les hydrocarbures fossiles. Donc, en fait, pour le dire autrement, nos banques sont dopées aux hydrocarbures fossiles. Si vous lancez la rénovation thermique des bâtiments, vous voyez que c'est un projet extrêmement positif. Je vous l'ai dit, balance commerciale, création d'emplois, réduction de la dépendance au pétrole, évidemment réduction de la pollution, et puis surtout, ça va changer complètement la physionomie de nos villes. Si vous avez déjà vu un bâtiment complètement rénové, vous voyez bien que ça change. Donc, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose de symboliquement extrêmement fort. Donc, d'une certaine manière, si notre société veut aujourd'hui lancer la reconstruction écologique du pays sous la forme d'un projet politique qui ait du sens, vous commencez par la rénovation thermique des bâtiments, parce que ça se voit, tout le monde est concerné, tout le monde le voit, etc. Je pense qu'il y a, mon hypothèse, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui ne veulent pas faire la transition, qui ne veulent pas faire la reconstruction écologique, qui comprennent bien que ce chapitre-là est décisif, parce qu'il va marquer tout le monde, il va nous marquer dans notre chair, dans notre paysage quotidien, et donc ça va être un truc irréversible, c'est un seuil de non-retour. Une fois qu'on fait ça, tout le monde comprend qu'on peut le faire, que ça crée des emplois, que ça rend les gens plus heureux, etc. Et donc il n'y a plus aucune raison de ne pas aller plus loin. Mais si on va plus loin, c'est pas impossible qu'on ait un certain nombre de banques qui sont en faillite. Et donc, elles font ce qu'on appelle en théorie des jeux de la backward introduction. Elles se disent, bon, l'étape 2 ne nous plaît pas, donc on ne fait pas l'étape 1. C'est ma petite hypothèse, hein, dans un contexte où, comme vous le savez, tout ce qui concerne, par exemple, la fameuse finance verte et les émissions d'obligations vertes, les green bonds, donc, qui ont commencé à être émises par, y compris les banques françaises, peu de temps après 2008, sont en fait du pur greenwashing pour l'instant. Hein, donc, il y a un papier, je vous recommande, de Julien Le Fournier et de Ivar Eklund, l'ancien président de Dauphine, Julien Le Fournier, c'est un ancien trader, qui a travaillé sur le green bonds, publié par la chaîne Énergie et Prospérité, que j'ai fondé et dirigé pendant 5 ans, qui montre que la plupart des green bonds n'ont rien de vert, sont ni plus ni moins vertes ou brunes que n'importe quelle obligation de base, qui n'a aucune additionnalité par rapport au projet qu'on aurait financé de toutes les manières sans les green bonds. Et par conséquent, le verdissement de la finance vue par nos banques à nous, c'est du greenwashing. Voilà, c'est peut-être ça en fait le frein majeur. J'en vois pas d'autre. Je rebondis sur ce point-là avec une question peut-être de Thomas et d'Olivier sur la notion d'échelle d'action. À quelle bonne échelle on doit activer ces transformations? Et à la fois Thomas et Olivier pointent, on va dire, les échelles plus territoriales de la commune, du département, de la région. Est-ce que c'est, au final, ce plan de transformation, il doit aussi s'accompagner, on va dire, d'une mise en capacité de ces acteurs pour faire la transition, faire peut-être ces plans d'investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments, et comment voilà on les met en position d'être efficaces dans cette transformation à cette échelle? Bon, alors ma réponse est évidemment oui, en fait. Hein, vous voyez, tout ça est multiscalaire, c'est-à-dire qu'il faut évidemment des grands plans au niveau national, il faut des plans au niveau territorial, il faut les petits gestes du quotidien des individus. À ce titre-là, un petit calcul simple, hein, c'est les petits gestes du quotidien des individus. Si vous êtes un franciscain extrêmement austère, vous réussissez à diminuer votre empreinte carbone de 30%. Mon empreinte carbone actuellement est de 7,7 tonnes à peu près. Donc elle est un peu au-dessus de la moyenne française. J'arrive pas, j'ai du mal encore à la baisser. Je fais des efforts. Il faut bien que je sois végétarien, par exemple. Il faut réussir à baisser davantage. Donc ça veut dire que les efforts de l'individu ne suffisent pas du tout. Donc on est obligé de passer aux échelles suivantes. La question de notre collègue. Donc ma réponse est évidemment il faut aussi l'échelle territoriale. Et ça renvoie à l'énorme question de repenser la décentralisation française. Ce que nous a montré la pandémie, c'est qu'on a eu un cafouillage hallucinant, en fait insupportable, d'une partie de notre administration publique, du fait d'un dysfonctionnement complet des rouages entre les différentes échelles de décision dans la France, dans l'administration française décentralisée. Pourquoi? Alors ma lecture à moi, c'est que depuis plus de 20 ans, en réalité, on a transféré des compétences à un certain nombre de collectivités locales, sans leur transférer les moyens et sans leur transférer la responsabilité dans le fait d'assumer ces compétences. Et donc, n'étant pas responsable et n'ayant pas les moyens, bon, évidemment, il y a plein de collectivités locales qui n'ont pas fait de stock de masques, pour prendre cet exemple, qui nous concerne tous aujourd'hui. Mais ça vaudrait pour tout, en fait. Oui. Donc, je pense qu'il faut repenser la décentralisation française, une décentralisation avec les moyens. Il ne suffit pas juste de donner les compétences, vous n'avez pas les moyens pour le faire.
Une tactique de la part de l'État central qui consiste à vider la trésorerie de toutes les collectivités locales, comme ça a pu être fait dans un passé récent, est une très mauvaise idée. Donc il faut redonner des moyens aux collectivités locales, mais il faut aussi leur donner des responsabilités, de manière que le maire, le préfet, le président de région soient responsables de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait à ce niveau. Vous voyez, c'est un peu une réponse globale, grosse maille, mais je crois que c'est ça l'enjeu. Là-dessus, vous avez une première note qui a été sortie par l'Institut Rousseau, dont vous avez rappelé que je suis le président, sur la question de la décentralisation. J'espère que ça va devenir un sujet dans notre débat public dans les mois et les années qui viennent. Avant de passer au sujet de mobilité, peut-être que je rebondis sur une dernière question de Stéphanie sur ces sujets de bâti, de ville. Vous avez mentionné que il faut redensifier une partie des centres urbains, les compacifier peut-être pour éviter cet étalement urbain. Vous avez mentionné aussi que le monde, on va dire des prochaines décennies, il va être peut-être plus confronté de façon régulière à des enjeux de pandémie. Comment on concilie justement ces enjeux où on veut densifier les centres urbains parce que c'est plus efficace du point de vue environnemental et la limite que l'on voit, c'est qu'on a vu s'exprimer aujourd'hui dans ces derniers mois sur notamment ces critères sanitaires? La réponse, à mon avis, est simple, c'est regarder les pays qui ont bien répondu à la pandémie. C'est des pays de très très grande densité urbaine. La Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam. Donc, ce n'est pas du tout la densité urbaine qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est l'absence totale de préparation à l'arrivée d'une pandémie. Donc, en France, on avait créé en 2007, et c'était un sénateur qui s'appelle Giraud, mais avec lequel j'ai pas le même famille, tant que je sache, qui avait fait créer l'EPRUS, l'établissement de prévention et de réponse aux urgences sanitaires. C'était en 2007. Et l'EPRUS, en fait, était chargé, en réalité, de coordonner toute la réponse nationale à une pandémie comme celle du coronavirus. Et puis, entre-temps, on a divisé par 10 le budget des Prus, et aujourd'hui, les Prus, on peut faire des moulinets avec ses petits bras, il n'y a aucun moyen pour impulser dans l'administration française une réponse ajustée à la pandémie. Alors que vous avez des pays comme Taïwan, qui ont dépisté très très tôt, qui ont distribué des masques très très tôt, qui ont produit des enzymes pour avoir des dépistages systématiques très tôt, et donc ils ont réussi à juguler l'épidémie. Un autre exemple, tout proche de chez nous, l'Islande. L'Islande a dépisté pendant 1 mois avant même le premier cas positif en Islande. Donc, ça veut dire que si les Islandais peuvent le faire, on est capable de le faire en France. On est capable d'avoir un système sanitaire public de très grande qualité. Et en fait, on avait le meilleur du monde il y a 20 ans, même encore 15 ans. On est capable d'avoir un système sanitaire public de très grande qualité, tout à fait capable de faire face à une pandémie qui aurait dû rester ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire une pandémie moyenne, un peu plus létale que la grippe de base, que la grippe saisonnière, beaucoup moins létale qu'Ebola. Voilà. Et simplement, comme on est hanté depuis plus d'une vingtaine d'années par une espèce d'idéologie qui croit que moins il y a l'État, moins on se porte, ben voilà, on a démantelé progressivement toute la structure, tout l'appareil d'État et en particulier le système sanitaire public, qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Donc la réponse, à mon avis, c'est pas encore moins l'État, ce qui est certainement une chanson que certains vont chanter dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, en disant, regardez, on n'a pas été fichu de répondre à cette pandémie, donc avec l'État, c'est mieux, il faut s'en débarrasser définitivement. Ma réponse à moi, c'est exactement le contraire, c'est de dire au contraire, il nous faut mieux d'État, ça veut dire quand même un peu plus de dépenses, puisqu'à force de réduire les budgets, nos infirmières et nos étoiles ne peuvent pas faire grand-chose. Donc il nous faut un peu plus de budget certainement, mais il faut surtout repenser l'organisation du système sanitaire public français, et ça, c'est pas du tout incompatible avec des centres urbains très denses. Oui. Ok. Je propose de prendre quelques questions sur les sujets de mobilité. Alors, il y a peut-être une question d'actualité, je pense qu'on est en concurrence aujourd'hui avec le président de la République qui annonce son plan sur l'automobile et le soutien à cette filière. Alors, de votre fenêtre en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce type de plan sur cette filière et sur la mobilité? Et il y a plusieurs questions d'Abra et de Clément aussi plus spécifiques sur la question des batteries, et vous avez mentionné aussi les sujets des matériaux pour ce type d'objet. Si on électrifie de façon massive un parc automobile, comment on gère cette question de la production de batteries et de la compatibilité de cette production avec les enjeux écologiques? Alors, c'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre du plan de relance du président de la République? C'est que nous, dans le constructeur automobile, nous vous donnons l'argent public, en échange de quoi vous renoncez définitivement aux moteurs thermiques et on passe tous ensemble allègrement au moteur électrique.
Évidemment, ça pose des problèmes qui sont ceux que vous avez évoqués, qu'évoque votre collègue, qui sont comment est-ce qu'on s'approvisionne en batterie électrique. Dans l'état immédiat des choses, on est très dépendant des batteries électriques produites par les Chinois, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc, il faut là aussi réfléchir dès maintenant à la manière dont on est capable de s'approvisionner en batterie électrique sans dépendre des Chinois. Alors là-dessus, premièrement, il y a une bonne nouvelle quand même qui je pense qu'il faut arrêter, de mon point de vue en tout cas, de psychoter sur la question du silicium. On en a suffisamment pour produire ce dont on a besoin. Du lithium également, on a suffisamment de lithium pour les batteries électriques, ce n'est pas un sujet au niveau physique, c'est un sujet géopolitique, mais pas géophysique. Alors, il n'empêche que le mieux, c'est de travailler dès aujourd'hui avec ce que font déjà les ingénieurs et les chercheurs en R&D qui bossent chez Air Liquide, pour concevoir dès maintenant la batterie de demain qui fonctionne avec de l'hydrogène. Et en particulier de l'ammoniac. La combinaison ammoniac-hydrogène, c'est la bonne manière, à mon avis, de stocker l'énergie et de pouvoir, par exemple, faire des batteries réversibles. Lorsque vous avez un surplus d'énergie, par exemple, lié aux énergies renouvelables, parce que vous produisez plus d'électricité grâce à l'ensoleillement ou au vent, que vous en avez immédiatement besoin, vous la stockez dans les batteries. Et puis, lorsque la nuit vient ou qu'il n'y a plus de vent, vous réutilisez l'électricité qui a été stockée dans la batterie pour faire ce dont vous avez besoin dans les habitations ou dans les voitures. Donc ça s'appelle la pile réversible. Voilà. Donc en fait, techniquement, on sait presque parfaitement le faire, tout ça. On a évidemment un sujet que les spécialistes connaissent, qui est de produire de l'hydrogène vert, puisque la manière dont on produit l'hydrogène aujourd'hui reste encore très très carbonée. Donc les spécialistes vont immédiatement bondir en disant « Ah là là, non, c'est pas possible, l'hydrogène, c'est pas la solution ». Donc moi, je redis ma position, c'est au contraire, c'est la solution. Mais c'est vrai qu'on a encore besoin de travailler pour avoir des piles réversibles, notamment à l'ammoniac, qui permettent d'avoir la totalité de la filière, production d'hydrogène comprise, qui soit propre. Merci pour cette réponse. Je vais peut-être coupler trois autres questions, peut-être plus générales, qui permettra peut-être d'aborder des thématiques plus politiques et économiques. La première, c'était, vous avez mentionné tout à l'heure le sol comme bien commun, et donc il y a plusieurs questions sur c'est quoi un bien commun par rapport à un bien privé, un bien public, et comment on le met dans le paysage politique, économique. C'est la première question, cette notion de bien commun. Une autre question sur l'indicateur du PIB, qui est l'indicateur qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour définir un certain nombre d'évolutions. Quel type d'autres indicateurs alors il y a l'IDH qui est mentionné par un certain nombre de nos participants. Et puis, le dernier point, c'est une question sur votre tribune, notamment c'est sur cette logique de la dette qui pose effectivement question. Beaucoup d'investissements publics, vous l'avez mentionné, sur la rénovation, beaucoup de plans publics d'investissement sur, par exemple, les secteurs automobiles. Donc, ça va faire exploser la dette. Et bon, il y a plusieurs questions qui se posent autour de cette soutenabilité de la dette publique. D'accord, ça tombe bien, on a 4 heures devant nous pour ces petits sujets. C'est parfait. Sur les biens communs, je vais être obligé d'être hyper lapide, honnêtement. Donc vous allez m'en vouloir parce que je vais aller trop vite. Mais je ne peux que vous renvoyer au petit livre que j'ai écrit en 2013-2014 qui s'appelle Illusion financière. La deuxième moitié du livre est entièrement consacrée à la question des communs. Donc là, vous aurez tout ce que vous voulez savoir sur les communs, en lien évidemment avec la transition écologique. Donc pour la faire très courte, les économistes, disons, néoclassiques, c'est des économistes complètement conventionnels, ont l'habitude, et c'est un vieil héritage du droit romain en vérité, de catégoriser les biens et services en 2 grandes familles. Les biens privés, qui relèvent de la sphère marchande, et dont la consommation est rivale, au sens où si je mange de cette pomme, vous ne pouvez pas, Julien, manger de cette pomme, c'est vous ou moi, la consommation est rivale, et dont l'accès peut être régulé. C'est-à-dire que pour avoir cette pomme, il a fallu que je paye un prix, comme une taxe, pour pouvoir en devenir le propriétaire. Ça, c'est un bien privé. Consommation rivale, accès limité, régulé. Versus l'ensoleillement, il fait très beau cet après-midi. Si je vais bronzer au soleil, ça ne vous empêchera pas d'aller bronzer au même soleil. Et d'une, donc il y a la consommation rivale. Et deuxièmement, c'est difficile de mettre un policier tous les 10 mètres sur la totalité de la surface de la planète, surtout qu'il va avoir très chaud sur la moitié de cette surface dans la deuxième moitié de ce siècle, pour me faire payer une taxe parce que je bronze au soleil. Donc, l'accès peut très difficilement être régulé. Donc ça, c'est un bien public. Alors, partant de ces 2 grandes catégorisations,
quelqu'un comme Elinor Ostrom, qui n'est pas une économiste au départ, qui est une politologue américaine, du côté de Chicago, a dit, mais en fait, réfléchissez une seconde, il y a au moins deux autres catégories de biens qui sont intéressants. Les biens communs et les biens effet club. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? C'est un bien dont la consommation est rivale, mais l'accès ne peut pas être régulé. Et un bien club, c'est le symétrique inverse. La consommation est non rivale, mais l'accès peut être régulé. Alors, un bien club, par exemple, vous pensez à un club d'échecs. Si j'entre dans un club d'échecs, non seulement je ne vous empêche pas de jouer aux échecs, mais au contraire, je vous fais un partenaire de plus. Donc, c'est tout bénéfice pour vous si vous jouez aux échecs. Et vous voyez bien que des choses comme ça fonctionnent essentiellement sous forme de biens à effet club. Plus on est nombreux à être connectés à Internet ou au téléphone, plus c'est intéressant. Si je suis le seul au monde à avoir un téléphone, je peux appeler personne ne peut m'appeler, ça a zéro intérêt. Ça, c'est des biens à effet club. Donc, on pourrait appeler aussi des biens tribaux. Pluriel de tribal. Et puis, les communs, c'est le contraire. C'est un bien dont la consommation est rivale, mais dont l'accès ne peut pas être régulé facilement. Exemple paradigmatique, c'est un étang, une tribu en Guinée forestière, que j'ai visité il y a quelques années, comme chef économiste de l'AID, qui vit de la pêche de ces étangs. La consommation est rivale, parce que si je mange ce poisson, on ne peut pas manger. En revanche, l'accès est quand même difficile à réguler parce que vous ne pouvez pas mettre un garde forestier derrière chaque arbre sur le rivage de l'étang pour vérifier que je n'ai pas braconné la nuit. Voilà. Et donc, la grande question que ceci pose, c'est n'y aurait-il pas des biens dont on aurait envie qu'ils ne soient pas traités par la sphère marchande, ne soient pas traités par la bureaucratie publique, mais que ceux qui en prennent soin, ce soit une communauté de gens, hommes et femmes, qui ont décidé de préserver cette ressource, qui inventent des institutions adaptées au fait que cette ressource, elle est précieuse. C'est l'idée que la consommation est rivale. Si on la détruit, elle est perdue. Si on la privatise, elle est perdue. Mais qu'on ne peut pas la réguler à la manière dont on régule un bien privé. Alors, il se trouve qu'en fait, les biens communs, c'est ce qu'il y a de plus ancien et de plus beau. De plus ancien, pourquoi? Parce que la res communis, ça existait déjà dans le droit romain. Et c'était en fait le sommet dans la hiérarchie des biens pour les juristes romains, c'était ce qu'il y avait de plus noble. La chose privée, c'était ce qu'il y avait de moins noble. Tout en bas de l'échelle, mais tout en haut, c'était la res communis, c'est-à-dire ce qui appartient à tout le monde et dont tout le monde doit prendre soin, donc personne n'est le propriétaire privé. C'est ce qu'il y a de plus noble. Et on pourrait dire, pour nous, qu'est-ce qui est candidat à être une chose commune? Le sol, la biodiversité, le climat, l'atmosphère, la faune halieutique dans les océans, qui va disparaître, comme vous le savez, si on continue la pêche industrielle dans l'eau profonde. Aussi la culture. La culture est un bien commun, on ne peut pas privatiser la culture. On ne peut pas juste estimer que c'est l'État qui va vous dicter ce que c'est que la culture. Donc ça n'est ni la sphère marchande ni l'État, c'est autre chose. C'est une communauté de gens. C'est ça la culture. L'éducation, le langage. Bon. Donc en réalité, nous vivons avec des communs depuis très longtemps, de manière ancestrale. Et puis c'est aussi ce qui est plus moderne parce que tout ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet, autour de, évidemment, par exemple, de Wikipédia, c'est un extraordinaire commun, Wikipédia, des logiciels libres, des Fab Labs, et puis aussi, par exemple, du copyleft, et de toutes les transformations du droit de propriété privée, de manière à préserver, à échapper, en fait, à l'enclosure, c'est-à-dire à la privatisation de l'intelligence collective, mais aussi de manière à faire en sorte que ce qui est mis en commun en termes d'intelligence puisse féconder l'intelligence des autres. Donc, copyleft, par exemple, vous mettez à disposition, admettons, une chanson que vous avez écrite, et vous dites, vous avez le droit de réutiliser ma chanson à condition de ne jamais la privatiser et d'en tirer un bénéfice. Et vous avez le droit de la réécrire, de la déformer, etc. Même chose pour un brevet, une formule de maths, un code informatique, etc. Ça, c'est le copyleft. C'est exactement le contraire du copyright. Bon, tout ce qui s'invente autour de ça, et qui a été pas mal décrit par un ami et collègue Benjamin Corien, et qui génère, disons, des mouvements militants très très intéressants autour de ce qu'on appelle le commoning, dont le grand prophète s'appelle David Bollier au Canada. Tout ceci, ça dessine un autre type de société que la société qui est coincée dans le dilemme bien privé d'un côté, bien public de l'autre. Et peut-être, ça ne vous a pas échappé, le président de la République, Emmanuel Macron, mentionne, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, mentionne les communs de manière régulière. Donc, il y a quelqu'un qui lui écrit ce discours et qui aime bien les communs, de sorte qu'il en parle très souvent. Voilà. Et d'ailleurs, le premier grand discours au moment de la pandémie, ça a été il faut sortir de la sphère marchande un certain nombre de biens dans la santé et en faire un commun. Et là, sur quoi je suis absolument d'accord. Il y a bien qu'il y ait une décision politique. L'éducation, par exemple, est-ce qu'elle est intrinsèquement un bien commun, un bien privé, un bien à effet club, un bien public? J'en sais rien. En revanche, je vois bien que historiquement, elle a bougé. Son statut a varié dans le temps. Elle a été d'abord un bien purement privé, puis un bien tribal. Elle était réservée à l'aristocratie,
pendant la féodalité. Puis elle est devenue un bien public, lorsque l'État, au XVIIIe siècle, s'est dit l'éducation de chère tête blonde, c'est moi. Et puis aujourd'hui, comme on est en train de démanteler l'éducation publique, elle est en train de redevenir progressivement un bien tribal, on hésite, notre société hésite manifestement. Voilà. Donc, ceci pour dire que je ne crois pas qu'un bien soit naturellement privé, public, ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a une décision politique qui vient, et du coup, qui doit être accompagnée de prise de moyens. Si on décide que quelque chose est un bien commun, alors il faut se donner des institutions qui permettent de le gérer comme un commun, qui ne sont ni la sphère marchande, l'institution purement marchande, ni l'institution purement publique. Je vous renvoie mon bouquin pour plus de détails, et surtout pour des exemples de gestion très très réussie des communs dans le monde. Le PIB, j'en suis évidemment d'accord, et je pense que la personne qui pose la question le sait, sur le fait que le PIB est un très mauvais indicateur. Je ne vais pas refaire pour la 107e fois le procès du PIB ici. C'est un indicateur de rien du tout, en fait. C'est une construction qu'on a imaginée dans les années 30, essentiellement pour mesurer l'aptitude des Allemands à nous faire la guerre. C'est ça l'origine du PIB. Donc c'est pour ça qu'on a exclu, par exemple, le travail des femmes à la maison, parce que ça n'aide pas à faire la guerre. Donc c'est un très mauvais indicateur. Il est grand temps d'en changer. La commission Senn-Stiglitz en 2010 a dressé un panorama d'une centaine d'indicateurs alternatifs, donc ce n'est pas les alternatifs qui manquent. Votre camarade propose l'IDH. Pourquoi pas? L'IDH a la vertu d'exister déjà, d'être renseigné par un bureau à l'ONU à New York chaque année, et de faire un plus ou moins consensus dans la communauté internationale. Donc c'est pas mal, on peut s'appuyer là-dessus. Évidemment, l'IDH, il manque quand même deux éléments fondamentaux. Donc l'IDH, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le revenu par tête, une certaine mesure de niveau d'éducation, et puis une certaine mesure de l'espérance de vie à la naissance. Il faudrait prendre évidemment l'espérance de vie en bonne santé, c'est plus intéressant. Mais il manque deux éléments cruciaux. Premièrement, les inégalités, qui ne sont pas capturées par l'IDH. Alors, il existe des versions de l'IDH où vous avez un correcteur lié à une mesure des inégalités. Et puis, un quatrième pilier qui manque, évidemment, c'est l'empreinte matérielle. Donc là, il y a pléthore de manières de la mesurer. Vous pouvez, par exemple, prendre l'empreinte écologique de l'ingénieur suisse Matthias Wackernagel. Elle est très discutée par les spécialistes, et à juste titre, à mon avis. Mais bon, elle a la vertu d'exister. Dans une première approximation, c'est déjà pas mal. On pourrait faire ça. Et ça vous dessine déjà un programme politique qui est comment réussir dans nos pays à faire augmenter l'IDH, tout en faisant l'IDH au sens classique du terme, tout en réduisant les inégalités et en réduisant notre empreinte matérielle sur les écosystèmes naturels. C'est en fait c'est la vision que l'AFD, l'Agence française de développement, a adoptée dans son plan stratégique il y a 2 ans, en remarquant qu'en fait, la plupart des pays des Suds ont une empreinte écologique très faible, mais un IDH très faible aussi. La plupart des pays du Nord, sinon industrialisés, ont un IDH très élevé, tant mieux, mais une empreinte écologique très élevée. L'idéal, ce serait d'avoir en gros une empreinte écologique inférieure à 1, c'est-à-dire que notre style de vie est compatible avec le fait qu'on n'a qu'une seule planète, mais un IDH au moins égal à 0,8, l'IDH est normalisé entre 0 et 1, au moins égal à 0,8, 0,8 c'est l'IDH de la Russie. Il se trouve qu'il y avait un pays, il y a quelques années, dont l'IDH était exactement égal à 0,8 et dont l'empreinte écologique était exactement égale à 1, c'est Cuba. Alors, Cuba, aujourd'hui, a une empreinte écologique qui est supérieure à 1, depuis que Cuba a ouvert ses frontières avec les États-Unis. Mais évidemment, quand on dit Cuba, je suis sûr que dans l'Assemblée, là, il y a quelques-uns qui se disent, bon, c'est moyen comme exemple, c'est pas un modèle de société qu'on a envie d'imiter. Et je suis évidemment d'accord. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a encore une autre dimension qui n'est pas capturée par l'IDH, même l'IDH corrigé des inégalités et l'empreinte écologique, qui est évidemment la démocratie des droits de l'homme. Donc, il faut compléter ça par quelque chose qui vous dit voilà, est-ce qu'on est plus ou moins dans un climat en tout cas démocratique, est-ce qu'il y a une gouvernance transparente, etc. Et ça, c'est fondamental aussi. Alors, la dernière question, c'est l'annulation de la dette, je vais aller très vite. Mon point de vue, c'est on va vers une explosion des dettes publiques en zone euro, que l'on fasse ou non un plan de relance. Je pense qu'il faut comprendre que l'explosion des dettes publiques, elle est, de toute façon, elle est déjà là, à cause du confinement. Si on ne voulait pas d'explosion des dettes publiques, il ne fallait pas faire de confinement, il fallait avoir un système sanitaire qui était aussi bien préparé que celui de Taïwan, de la Corée du Sud ou du Vietnam, ce que nous n'avons pas fait. Donc c'est trop tard. On a fait du confinement et il fallait le faire, parce que sinon on avait encore beaucoup plus de morts. Mais on aurait pu se l'éviter. Voilà. Bon. Donc de toutes les manières, la dette publique française, qui était de 99% du PIB juste avant la pandémie, va monter au moins à 115, peut-être même à 120%. La dette publique italienne, qui était entre 130 et 140, va monter au moins à 155, 160, peut-être même 165% du PIB.
Ce qui veut dire qu'un pays comme l'Italie, et c'est juste la troisième économie de la zone euro, va s'engager vers un scénario à la grecque, si on ne fait rien. Je ne vois pas comment elle y échappe. Avec 160% de PIB de dette publique, va vers un scénario à la grecque, c'est-à-dire une explosion de ce qu'on appelle le spread italien sur les marchés financiers, et une incapacité très vite de la part d'Italie à financer sa dette publique. L'Italie a regardé de très près ce qui s'est passé en Grèce entre 2010 et 2015. Elle a vu que le plan d'ajustement structurel que la Troïka a imposé à Athènes avait détruit l'économie grecque, privatisé la quasi-totalité du patrimoine grec, enfin une grande partie de ce patrimoine en tout cas, mais il n'avait servi à rien pour ce qui est de la résolution du problème de la dette publique. Puisque le ratio dette publique sur PIB en Grèce aujourd'hui est toujours de 180%, ce qui est le niveau auquel il culminait en 2010, malgré le haircut de 2012, etc., etc. Ce qui signifie bien, et ça en fait tous les économistes un tout petit peu éduqués le savent, que l'austérité budgétaire dans une situation de déflation aggrave le mal au lieu de résoudre le problème. Là, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je l'ai expliqué dans beaucoup d'endroits. Donc, si on veut éviter la tentation de mettre en place de l'austérité budgétaire, qui va être extrêmement forte dans les semaines et les mois à venir, si on veut éviter à l'Italie d'entrer dans un scénario à la grecque, et si elle devait le faire, je pense que la fin de l'histoire est déjà connue, c'est-à-dire qu'à la différence de la Grèce qui pesait 3% du PIB de la zone euro, l'Italie c'est la troisième économie de la zone euro, je l'ai déjà dit, elle n'acceptera jamais un plan d'ajustement structurel à la grecque, et elle sortira de la zone euro avant, ça c'est évident. Donc, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de sauver le projet européen, c'est rien moins que ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas juste un problème de technique bancaire, c'est le sauvetage du projet politique européen. Il faut trouver une solution pour éviter à l'Italie d'entrer dans cette galère. Comment est-ce qu'on fait? Je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui que d'annuler les dettes publiques. Non pas les dettes publiques qui sont détenues par des privés, parce que ce serait catastrophique, mais les dettes publiques qui sont détenues par la BCE. Il se trouve que le 25 mars dernier, dans le Financial Times, Mario Draghi a proposé l'annulation des dettes privées détenues par la BCE. Donc moi, tout ce que je dis avec quelques autres économistes, c'est c'est une bonne idée en fait. Le privé est encore plus endetté que le public en zone euro. Juste avant le début de la pandémie, l'endettement privé en zone euro, c'était 130% du PIB. L'endettement public, c'était 100%, donc en moyenne. Donc le privé est encore plus endetté que le public. Donc la proposition de Mario Draghi, qui est l'annulation des dettes privées qui sont au bilan de la BCE, why not, c'est une bonne idée. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aussi penser à annuler la dette privée, la dette publique. Donc là, il y a manifestement une levée de bouclier d'un certain nombre d'autres économistes qui disent « vous n'y pensez pas, c'est impossible ». Donc la réponse, en un mot, c'est parfaitement possible techniquement, parce qu'une banque centrale, c'est une banque centrale. Voilà. Et une banque centrale, en fait, elle peut très bien vivre avec des fonds propres négatifs. Aujourd'hui, donc la BCE détient à son bilan 2200 milliards d'euros de dette publique. Ce sont des titres de dette publique qu'elle a rachetés en faveur, à la faveur du quantitative easing depuis 2015. Donc elle en a pour 2200 milliards, dont 401 milliards de dette publique française. Elle l'annule demain matin, ça creuse un trou de 2200 milliards dans son bilan et ça ne l'empêche absolument pas d'opérer. Donc il y a un rapport de la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales, qui siège dans une charmante petite ville qui s'appelle Bâle en Suisse. Ce rapport explique pourquoi une banque centrale peut très bien avoir des fonds propres négatifs. Ça ne pose aucun problème. D'autant que les fonds propres de la BCE, c'est 10 milliards d'euros pour un PIB de la zone euro qui est 14 000 milliards. Donc personne ne croit une minute à la fiction selon laquelle ce sont les fonds propres de la BCE qui crédibilisent l'euro aujourd'hui. La crédibilité de l'euro ne dépend pas des fonds propres de la BCE, en aucune manière. Je rappelle, les fonds propres de la BCE, c'est 10 milliards d'euros. Donc, elle peut absorber ses fonds propres dans une perte colossale de 2200 milliards, ça n'empêche absolument pas de fonctionner. Et en fait, puisqu'elle crée de la monnaie, ça n'empêche absolument pas de créer de la monnaie. Et en fait, c'est le meilleur moyen de crédibiliser l'euro. C'est le meilleur moyen de sauver l'euro, parce que si on utilise ces marges de manœuvre budgétaires qu'on va dégager pour tous les États surendettés aujourd'hui, y compris la France, vous supprimez 420 milliards de dettes. Donc, vous lui donnez une bouffée d'oxygène de 420 milliards qu'elle peut dépenser demain matin. Ça vous permet de lancer en grand le plan de reconstruction écologique du continent. Ça vous donne l'Europe leader de la transition écologique dans le monde demain. Ça vous crédibilise l'euro. L'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est une énorme déflation, trappe déflationniste, encore plus grave que celle qu'on a connue dans les années 30, avec la désespérance des classes moyennes, une montée du chômage, plus d'inflation, plus de croissance, l'incapacité complète à faire face au choc écologique qu'on va se payer demain matin, dont j'ai parlé au tout début de mon intervention, et évidemment une poussée des extrêmes, une montée des extrêmes
antidémocratique qui va être encore plus violente, et dont on connaît la fin de l'histoire, c'est ce qui s'est passé dans les années 30. Donc si c'est ça qu'on veut, bon, il ne faut pas annuler les dettes publiques au bilan de la PCE. Si on veut échapper à ça, il ne faut pas tellement comment on échappe au débat politique sur l'opportunité d'annuler cette dette, peut-être pas la totalité de la dette, au moins une partie d'entre elles, pour permettre à nos États de survivre. Merci pour ces éclairages et ces réponses synthétiques à ces trois questions. Et je pense que sur le dernier point, effectivement, le débat est ouvert, j'ai l'impression, après votre prise de position et la position de d'autres économistes, comme vous le mentionnez. Merci encore pour cette présentation, ces échanges, Gaël Giraud. Alors, vous pourrez continuer à échanger entre vous pour le quart d'heure qui vient, en rejoignant l'espace de networking dans la partie gauche de votre écran. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle conférence, 30 minutes pour demain. Bonne fin de journée à tous, au revoir.